C'est parti. Donc, normalement, vous en êtes tous à la question compliquée. Bon, celle-là, cacher les produits de chaque rayon. Là, il n'y a rien de compliqué. Celle-là. Il faut juste savoir ce que c'est que les produits de chaque rayon. En théorie, c'est la seule chose compliquée. Qu'est-ce que c'est que les produits de chaque rayon? Si je vais dans le DOM, ben en gros, c'est ces trois LI-là, plus les 3 LI qui sont en dessous, plus les 3 LI qui sont en dessous, etc. Donc, en gros, ce sont finalement des LI. Donc ça, il faut bien que je garde en tête qu'au final, ce sont des LI. Donc, à la droite de mon CSS, je peux faire ce que je veux, mais à la fin, à droite, il y a LI. Parce que c'est eux, finalement, que je veux cacher. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un détail important dans la réflexion des CSS, mais il ne faut pas le perdre. Des fois, on se perd dans les CSS. Mais au final, le dernier, ça doit être lui. Donc c'est des LI. Et je remonte. Enfant d'un UL, enfant d'un LI, enfant d'un UL de classe rayon. Voilà. Et je m'arrête là, ça suffit. Donc ça, je le cache. On me dit pourquoi? Parce qu'on vous le demande. C'est une raison suffisante en l'occurrence parce qu'on vous demande de le faire. Vous ne cherchez pas la logique, là, pour le coup. On vous demande de le faire, donc vous faites exactement ce que on vous demande. Donc, on vous le demande pas dans le clic. Je remontre. On vous le demande ici, pas dans le clic. Pas les 3 trucs du clic, on vous demande à côté, donc c'est en plus. Donc ici, en dehors du clic, je ne suis pas dans le clic, là je fais $. Donc j'ai dit que c'était des ul.rayon supérieur à li, supérieur à ul, supérieur à li, c'est ça? Des LI, enfant d'un UL, enfant d'un LI, enfant d'un UL de classe rayon. On est bien sur des LI, enfant d'un UL, enfant d'un LI, enfant d'un UL de classe rayon. Bien entendu, le jour où vous avez un vrai DOM, ces LI auraient eu une classe, évidemment. Et donc, on aurait juste fait, par exemple, LI.produit, hide. C'est évident. C'est évident et on pourrait même aller jusqu'à l'ajouter nous-mêmes, la classe. Mais bon, on va pas le faire. Mais évidemment, le jour où on va créer des LI comme ça, on leur aurait mis une classe produit pour les cacher en un clic. En une sélection, on aurait fait ça, quoi. En gros, li.produit.hide. Là, du coup, on vous demande de faire ça. .hide. Ça, c'est bon, c'est vite fait. Ça permet de réviser son CSS et ça permet d'avoir ça. C'est pas anodin qu'on vous pose cette question. C'est moi qui l'ai rédigé, l'exercice. C'est pas anodin que je vous demande ça juste avant de vous poser la question qui est juste après. Faire en sorte que le clic sur un des rayons affiche ou cache les produits. Bien sûr que j'ai fait exprès de vous poser la question juste avant parce qu'on reparle des produits ici. Donc ça va vous aider indirectement d'avoir fait ça pour faire celle d'après. Donc, faire en sorte que le clic sur un des rayons. Déjà, c'est quoi un rayon? Un rayon, c'est ça. C'est boulangerie. Ouais, ça. J'ai fait un truc bizarre, je sais pas ce que j'ai fait. Non, peu importe. Boulangerie, charcuterie, épicerie, conserve, etc. Donc ce sont des LI, enfants d'un UL de classe rayon. C'est tout. Je ne précise pas des LI descendants, parce que si je mets des LI descendants, c'est aussi eux. Et moi, je veux uniquement les enfants. Donc c'est des LI, enfants d'un UL de classe rayon. Je peux aussi préciser enfants d'un div, machin, si je m'amuse. Mais bon. Du coup, c'est une partie de ce que j'avais fait ici. Donc, $. C'est pas la peine de mettre $ parenthèse. Et on me demande de faire quoi? Le clic sur un des rayons. Ah, le rayon c'est lui. On me demande point. Alors je peux faire point on directement comme ça. Virgule fonction. Je peux faire ça, mais je vous ai donné tout à l'heure un conseil, c'est de prendre l'habitude de gérer par le parent, ne serait-ce que par habitude. Donc, ça là, je vais le déplacer ici. Mais ceci dit, cette réponse-là est parfaitement juste par rapport à ce qu'on vous a demandé. Si on vous a demandé gérer en sorte de cliquer sur les rayons, même ceux qui ne sont pas encore là, là du coup, j'aurais été obligé de prendre supérieur LI et de le mettre ici. Dans la question qui est posée ici, je vais la laisser sous cette forme pour ne pas vous embrouiller non plus. Sous cette forme-là, ça répond à la question. Ah, c'est pas une bonne. Juste au moment où je fais. Oui. Je n'ai pas bien compris la différence lorsqu'on prend le supérieur LI et on met dans la parenthèse. Alors. Dans quel cas on serait obligé de le faire? Mais il me semblait l'avoir expliqué, mais
pour une dernière fois, parce que je précise que comme on a beaucoup de choses à voir, normalement je ne devrais pas te le réexpliquer, mais tu n'as pas compris, le but c'est quand même que tu comprennes. UL, LI. Si tu gères, j'avais expliqué la dernière fois, si tu gères le clic comme ça, tu vas dire quoi? Sélectionne tous les LI dans le DOM qui sont enfants d'un UL de classe rayon. Il va regarder dans le DOM et il va en trouver. Il va dire ok c'est bon, quand on clique sur lui, j'appelle la fonction, tout va bien. Imagine maintenant que quand on va faire de l'Ajax, ça, on l'a pas. On va le demander au serveur, mais au moment où on arrive ici, on initialise notre appli. On lui dit ben, je prépare le décor. Je prépare le décor, il n'y a rien dans mon DOM. Il n'y a que le UL. Il n'y a pas les LI. Si je fais ça, je dis à jQuery, prends tous les LI enfants d'un UL de classe rayon. Il fait OK. Ah ben il n'y en a pas, donc je fais rien. Tu charges tes LI, tu les ajoutes. On avait fait ça. La semaine dernière et la fois d'avant, on rajoute des LI. Les LI qui sont là, il n'y a pas de clic dessus. Ça ne marche pas. Tu l'as fait qu'une fois au tout début de l'appli. Du coup, le seul moyen de gérer ce cas, et je vais essayer de trouver une éponge avant de me mettre toutes les mains rouges, mais visiblement. Ah ben oui. Ah, ça va, t'as mérité le droit d'avoir ta réponse. Du coup, comment on fait pour gérer ça? Pour gérer le simple fait de dire, ben, ces LI qui sont là, ils n'existent pas encore, mais j'aimerais bien quand même, dès le début de mon appli, dire que je veux gérer les clics sur ces futurs LI. Eh ben, je lui dis, en gros, ce que j'avais expliqué la dernière fois, je gère les événements par leur parente et pas par les LI, donc par le UL qui lui existe dès le début, il y est au départ. Bien entendu, s'il n'y était pas, ça ne marchera pas non plus. Le UL, il est là, mais vide. Et je lui dis, surveille les clics sur le LI, faire le UL de classe rayon, mais tu n'appelles la fonction que pour les enfants LI. Et pour les enfants seulement, pas les descendants, et encore moins pour le UL. Parce que c'est le UL que je surveille quand même. Il ne faut pas oublier que quand il y a un UL et des LI, quand je clique là, j'ai aussi cliqué là. Et donc il va m'appeler 2 fois. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est bon? Du coup, on passe à la suite. Bah, du coup, il est comme ça, je le laisse comme ça. Hein. C'est vrai ou c'est une blague? Si je te vois hésiter, je sais pas pourquoi. C'est vrai ou t'as pas compris ou... Je suis pas sûr que tu dises la vérité. Non, si t'as pas compris, je peux réexpliquer, mais alors ce sera vraiment l'ultime fois. C'est pas une blague, je n'ai aucune arme de destruction massive dans les mains. C'est peut-être pire. Non, si t'as vraiment pas compris, on pourrait expliquer une dernière fois. C'est bon? Je plaisante beaucoup, mais le but c'est que vous compreniez au moins ça, le jour de l'examen, je vous l'annonce déjà, ça y est, forcément. La gestion par délégation, elle y est forcément. Ça fait partie du principe de base de la gestion Ajax. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas faire d'Ajax. Ça sert? Oui, il y aura au contrôle, c'est évident. C'est évident que ça y est. Donc, si tu n'as pas compris ça, si c'était une blague, on a tous rigolé. Si c'est pas une blague, ta dernière chance, c'est maintenant. Hein? Bon. Donc, je vais passer par une métaphore, parce que évidemment, ça ne marche pas. Je l'avais expliqué la dernière fois. Imaginons qu'il y a un retardataire, ce qui arrive souvent. Et là, tout le monde est là. Imaginons qu'il y a un des élèves, les 2 derniers qui sont au fond là-bas, qui sont rentrés après. Mais pas longtemps après, c'est pas une critique. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, monsieur, on a pris que de 40 minutes. Donc, les 2 au fond qui viennent de parler et qui ont dit qu'ils étaient enregistrés, donc ils sont arrivés après. Imaginons que j'ai donné des instructions avant, ce qui est le cas d'ailleurs. Ils ne sont pas au courant. Je leur ai dit, ben, lorsque je vous jette quelque chose dessus, tu te lèves. C'est le on-click. On va dire que c'est notre on-click à nous. Si je te passe, avant qu'ils arrivent, je dis, dès que je vous mets la main sur l'épaule, vous vous levez. Ils ne sont pas au courant de ça. Quand je veux passer entre, je vous vois, hop, je vais faire la main sur l'épaule. Vous allez vous lever. C'est exactement le on-click. La fonction, je me lève. J'arrive sur eux, je mets la main comme ça. Vous dites, ah mais ils vont se lever parce qu'ils l'ont vu. Imaginons qu'ils ne regardent pas. Ou que je commence par eux. Ils ne vont pas bouger. Comment je peux être sûr que même ceux qui n'étaient pas dans la pièce fassent ce que je leur ai demandé? Ben, imaginons que j'ai un délégué qui soit tout le temps là, ou un robot. Je lui dis, ben,
Ta fonction, c'est surveiller. Si jamais je mets la main sur l'épaule à quelqu'un, tu vas lui dire de se lever. Et c'est tout. Je lui dis une fois à lui, une seule fois, et pas à 50 personnes à chaque fois qu'elle rentre. Déjà, c'est pas pratique, ou 25 personnes à chaque fois. En fait, si jamais tu n'es pas là, mais si jamais que je te mets la main, n'oublie pas de te lever. Hop, et à chaque fois, et à chaque fois. Je le dis à une seule personne qui est responsable de la classe. Si jamais il y a un étudiant à qui je mets la main sur l'épaule, tu lui dis de se lever. Et c'est tout. Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Je dis au UL, si jamais on clique sur un de tes LI enfants, tu lui exécutes cette fonction. Je le dis au UL. Je ne le dis pas au LI. Les LI ne sont peut-être pas là. Ils sont peut-être là, ils sont peut-être pas là. Et en tout cas, même s'ils étaient là et que j'en crée à la main à chaque fois, je n'ai pas envie d'à chaque fois leur dire à chaque fois, je viens de créer un LI. Au fait, si jamais je clique sur ton 1, tu dois te lever. Vous comprenez ou pas avec la métaphore ou c'est complètement abstrait? Je passe par le parent, le seul et unique parent qui existe, et je lui dis à lui de surveiller. Du coup, je sélectionne le UL, c'est le parent idéal pour des LI. Je sélectionne le UL. Lorsqu'on clique sur tes enfants LI, exécute cette fonction. Qu'ils existent pas encore, c'est pas mon problème, puisque le UL, lui, il existe. Ok? Donc le Add Event Listener que vous avez appris en DOM marche, et du coup, j'avais expliqué, imaginons qu'il y ait 1 million de produits, j'aurais dû faire 1 million de on-click si j'avais dû gérer sur les LI. Là, j'ai un clic sur le UL. Un seul Add Event Listener. Ok? Bon. C'est bon, tout le monde a compris? Bien. C'est le but du cours. C'est pour ça que je fais des blagues, mais il faut s'arrêter à la blague. Le but, c'est que vous compreniez. Tu dis quoi? Tu n'avais pas compris? Genre, je dis, la question, donc, on ne pouvait pas dire non non plus. Ah, parce que sinon je mets la pause et... Non, je fais ça. Donc, jQuery fait en sorte que le clic sur un des rayons, on en était où? Faire en sorte que le clic sur un des rayons affiche. Donc ça c'est bon. Faire en sorte que le cacher les produits de chaque rayon, on l'a fait. Hein. Maintenant, faire en sorte que le clic sur un des rayons. Donc on est bien d'accord que c'est bien les LI enfants d'un UL de classe rayon. Et il faut que ça fasse quoi? Et c'est là que ça devient compliqué. Affiche ou cache les produits. Et c'est là que vous avez eu normalement des difficultés. Normalement, volontairement de ma part, puisque c'est pour vous représenter une deuxième fois la seule fonction que je vous avais dit. Faites attention, la première fois que je vous ai parlé de jQuery, on passe la première page, c'est trop compliqué. Et la deuxième fois que je vous en ai parlé, je vous ai montré cette fonction en disant, maintenant vous êtes prêt à la comprendre. Peut-être encore trop tôt. Maintenant, aujourd'hui, vous devriez être prêt à la comprendre. C'est la fonction find. Maintenant, on va expliquer en détail ce que ça fait. Afficher, cacher les produits, c'est facile. Tout le monde l'a trouvé. Il faut juste savoir qu'est-ce que c'est que les produits. Les produits, ben, c'est eux. C'est ces 3 LI-là. Par exemple, plus les autres. Donc les produits, c'est eux. Les produits, c'est eux. Ce sont des LI enfants d'un UL, enfants d'un LI, enfants d'un UL. Ça tombe bien, on vient de les cacher juste avant. Donc on sait exactement qui c'est. C'est eux. Ok, donc eux, je les ai cachés tous par défaut. Donc si je prends ça et que naïvement je me dis, ben, je les réaffiche. C'est la même chose, on vient de les cacher. On peut les afficher, on va les afficher tous. On sait que c'est pas ça qui est demandé. Mais peu importe, on essaye. Et je clique sur Super U, je clique sur Boulangerie, et j'ai tout qui apparaît. C'est pas ce qui m'est demandé. Qu'est-ce qui me manque comme détail? Lesquels je veux afficher si je clique sur Boulangerie? Seulement celle-là. Donc j'ai cliqué sur quoi? Sur Boulangerie, ou Charcuterie, ou Épicerie. J'ai aucun moyen de savoir dans la fonction réellement à quel endroit du DOM j'ai cliqué. La seule chose que j'ai dans le on-click ici, c'est quoi? Ça, c'est tous. Ça ne m'intéresse pas. Qui est-ce que j'ai cliqué? Quand j'ai dit que $vis, ça là, c'est qui? Lui, c'est qui? C'est lui. C'est celui qui a été cliqué. Ok. Gardez ça en tête. Hein. Donc, en l'occurrence, c'est... Pas ça. Ça, c'est une bêtise. C'est ça. C'est bien enfant LI d'un UL de classe rayon. C'est bien lui. Donc le vis, ici, cette partie-là que j'ai surlignée, c'est vis. Sauf que ça n'est qu'un. C'est que celui que j'ai cliqué. Ça, c'est super important. Hein. Ça, c'est générique. C'est tous les LI enfants d'un UL, enfants de tous les LI enfants de UL de classe rayon. Mais là, celui qui m'intéresse, c'est que celui qui a été cliqué. Donc vis. Donc ça,
c'est vis. Maintenant, à l'intérieur de vis, je peux demander à jQuery de chercher encore quelque chose. C'est le find qu'on avait montré juste une fois. Une méthode. C'est normal que vous ne la connaissiez pas. Le but de l'exercice, c'est de vous la présenter une dernière fois. Point find. Et je cherche quoi? Ben, à l'intérieur, à partir de cet élément, je cherche ça. Par exemple, enfant, UL, enfant, L. Et pas, évidemment pas point .hide pour l'instant. Pour l'instant, je cherche juste à les trouver. Est-ce que vous comprenez le processus ou pas? Finalement, à un moment donné, je vais tomber sur soit lui, soit les autres. Mais lui, du coup, vis, c'est celui que j'ai surligné là. Et du coup, à partir de lui, je dis à partir de vis, cherche tous les enfants UL, enfants LI. Donc les LI, enfants d'un UL, enfants de toi. Ok? Du coup, LI, enfant d'un UL, enfant de toi. Je peux même éventuellement enlever enfant 2, mais peu importe. Et donc, c'est pas point hide, mais ni point show. Parce qu'on vous demande d'afficher ou de cacher. C'est point toggle. Que vous retiendrez du coup normalement maintenant en faisant toggle. Toggle. Il existe aussi toggle class. Toggle class, ça fait la même chose que toggle, sauf que c'est pour les classes. Je sauvegarde. Intermarché, je clique sur boulangerie, ça marche, il affiche ça. Je reclique sur boulangerie, ça cache. Je clique sur boulangerie, ça réaffiche. Je clique sur conserve, ça marche aussi. Comment il sait qu'il doit cacher ou il va afficher? C'est ce que je viens d'afficher. C'est ce que je viens d'expliquer. Toggle, c'est lui qui le gère. En fait, le toggle, cette fonction-là, toggle, elle, à l'intérieur de cette fonction, jQuery a un if. Mais c'est pas mon problème. La fonction toggle dans jQuery est marquée que si l'élément il est caché, ça l'affiche. S'il est affiché, ça le cache. Comment il fait? Je pourrais te dire naïvement, on s'en fout. C'est pas comme ça qu'il faut répondre, mais... Est-ce que c'est lié au fait qu'on a fait un hide au début? Non. En fait, j'ai fait le hide au début pour pas qu'il soit là, c'est tout. Parce que sinon, si j'avais pas fait le hide, il serait déjà affiché là. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'ils soient tous cachés. Et c'est pour ça, votre camarade a posé la question, est-ce que c'est lié au hide qu'on a fait au début? Est-ce que c'est lié au fait qu'on a caché les produits de chaque rayon? Non, le toggle marche tout le temps. Par contre, pourquoi on a caché les produits de chaque rayon? Ben exactement pour ce que je viens d'expliquer, c'est que quand on arrive ici, si j'avais pas caché les produits de chaque rayon et que je clique sur Intermarché, ils seraient tous affichés. C'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux faire en sorte qu'ils soient tous cachés par défaut. C'est pour ça qu'on avait fait cette cacher les produits. Vous voyez le pourquoi on les cache? Ben, pour ça. C'était seulement pour ça. Donc maintenant, on a un tree view relativement simple, mais objectivement, c'est pas si compliqué que de faire du tree view en HTML. 3 lignes de code, 2 lignes de CSS. Bon, on a toujours un petit bug ici à gauche. Quand je clique sur Super U, Casino, les 3 sont sélectionnés. Qui a une réponse? Je t'écoute. Au début de la première configuration, Ouais. avant même le selective, on fait $10, enfin on ne fait pas le $10, on fait $, entre guillemets, ul.magazine, enfin magasin, la petite flèche LI, pour un une classe, et on sélective. La réponse est juste à 99%. 99 parce que c'est perfectible, mais juste. C'est-à-dire que le jour de l'examen, c'est noté pareil, ce sera 100% de la note. Hein. Par contre, il y a une toute petite chose, un tout petit détail, oui. Oui, en fait, ce que tu as dit est juste, mais on peut le perfectionner encore plus en poussant le vis en disant ce que votre camarade cherche à faire ici, c'est de sélectionner tous les LI enfants des UL de magasin et de s'assurer que tous perdent la classe selected avant d'en choisir un. C'est le meilleur moyen, ce que j'avais expliqué. Quel est le meilleur moyen pour être sûr que, quoi qu'il arrive, tous les étudiants d'une classe, il n'y en ait qu'un seul qui soit debout à la fois, c'est qu'à chaque fois, je vous demande, asseyez-vous tous, toi, lève-toi, ok? Asseyez-vous tous, toi, lève-toi. Il n'y en aura qu'un à chaque fois. Donc c'est ce qu'on fait là. On sélectionne tous les LI enfants d'un UL de classe magasin, on leur enlève à tous la classe selected, ils sont tous désélectionnés, et on l'ajoute seulement à vis. Ça marche. Ça marche, mais comme je vous expliquais, c'est perfectible. Pas que ce soit faux. Effectivement, ici, si je clique sur Intermarché, quand je vais cliquer sur Casino, il va enlever la classe à tous les LI.
et il va la mettre que la vis. Donc du coup, là ça marche. Mais il y a mieux dans le sens où, ici, je peux préciser quand même, là, que je veux seulement ceux qui l'ont déjà. C'est juste un tout petit détail. Ça n'est pas du tout noté moins bien. C'est un détail. Imaginons qu'on fasse de la sélection multiple. Qu'on n'en ait pas un à choisir, mais 150. Du coup, désélectionner tous, ça peut peut-être prendre du temps. Désélectionner que ceux qui sont sélectionnés, ben, du coup, on va peut-être en prendre que 3 ou 4, et pas les 150 ou les 1 million de LI. Il faut toujours penser, et indirectement, qu'est-ce que la personne qui lit le code comprend quand elle voit ça. Je sélectionne tous les LI, en gros, je prends tous les LI qui sont sélectionnés et je leur enlève la classe sélectionnée. En le lisant, il comprend ce que ça fait beaucoup mieux que si je ne l'avais pas lu. Donc, en plus, on bénéficie d'une lecture supplémentaire qui nous évite un commentaire au-dessus. J'espère que vous êtes convaincus par cette manière de coder qui évite les commentaires. Est-ce que vous avez besoin de commentaires, à part peut-être à certains endroits, dans mon code en général? Parce que le choix des ID et le choix de la méthode de programmation fait qu'on s'évite des commentaires qui ne servent à rien. Ça ne veut pas dire que les commentaires servent jamais à quelque chose, mais quand on code, quand on fait du smart coding, on n'a pas besoin de mettre du commentaire. Ou du clean coding, ça dépend de ce que vous voulez. Allez, on finit, et après on passe à la suite. Donc, le plus facile étant la dernière ligne, faire en sorte que le clic sur un produit affiche ou cache les détails de ce produit. C'est pas très compliqué, il suffit juste de cliquer sur un produit. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un produit? Bah, c'est vite fait. Un produit, depuis tout à l'heure, c'est a priori presque ça. Un produit, c'est un CTRL-X. Donc je sélectionne. J'ai peut-être pas assez donné de commentaires, donc je vais peut-être vous les donner. Virgule, fonction. Donc un produit, c'est a priori un LI en forme d'un UL, qui est en forme d'un LI, qui est en forme d'un UL de classe rayon, je vérifie. C'est un LI en forme d'un UL, en forme d'un LI, en forme d'un UL de classe rayon. Je l'ai vite pris parce qu'on m'avait posé la question de cacher les produits juste avant, donc j'ai fait un copier-coller de ce truc-là pour les revoir, et je l'ai juste transformé en déplaçant le LI ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire, il pourrait très bien se retrouver ici. Et donc en gros, on me demande de faire quoi? Afficher les détails de ce produit, entre parenthèses, le titre. Les détails de produit, qu'est-ce qu'on a dans les LI finalement comme détail? Le seul et unique truc qu'on a, c'est quoi? Son point texte. Donc là, pour le coup, monsieur, on doit afficher quoi? Qu'est-ce qu'on a? Le texte. On n'a que ça, donc on ne peut pas afficher autre chose. Donc déjà, pour le coup, on sait ce qu'on doit afficher. À quel endroit on le met? Là, c'est un peu vicieux, et à chaque fois, je me fais gronder par les étudiants. Il y a marqué quoi ici? Afficher les détails de ce produit, entre parenthèses, le titre. Alors, c'est pas très explicite, mais j'ai laissé la faute exprès, parce que ça fait partie du truc. Le seul endroit où on a une notion de titre, c'est ici. Donc, en gros, c'est dans ce H1 qu'il faut le mettre. C'est pas très explicite, c'est moi qui ai mal rédigé quand je l'ai fait, mais finalement, je la laisse, parce que c'est intéressant. Déjà, j'aime bien me faire gronder. Donc, titre produit. Et là, on va avoir un retour à la première question du tout début, du début. Qu'est-ce qu'on cache? Oui. On comprend mieux comment l'exercice est construit quand on le fait jusqu'à la fin. Donc, ici, j'ai titre produit. OK. Dollar, guillemets, et là, j'hésite pas une seconde. Titre produit, point, texte, parenthèse, et il me manque plus qu'à mettre, qu'est-ce que je dois mettre dedans? Ben, exactement ce que je viens de dire juste avant. Je peux mettre par exemple let, le produit, égale, dollar de vis, point texte. Le seul truc que j'ai, à tes souhaits, la seule chose que j'ai comme information, c'est le contenu textuel du LI. Donc, j'ai que ça, je peux le prendre que ça. Le produit, c'est une chaîne de caractères qui contient $vis.text. $vis étant lui, c'est donc ri, pat, etc. Je l'ai mis dans une variable. Pourquoi? Pour des raisons de lisibilité. Pour éviter d'avoir un $vis de machin, pour point texte, de point texte. Parce qu'il y a 2 fois texte. Embrouille direct. Hein. Un point texte de parenthèse de $vis.text, on voit 2 fois texte, on ne comprend même pas ce que ça fait. Là,
Je pourrais même aller jusqu'à dire le nom du produit sur la variable. Pourquoi pas? En camel case, pourquoi pas? Le nom du produit. C'est un peu abusé, hein? Point texte de le nom du produit. Et suivant comment vous avez caché le titre, le détail de produit au tout début de la première question, ça ne marchera pas. Si je fais ici, je clique sur Super U, charcuterie, saucisson, et il ne se passe rien. Pourquoi? Il ne se passe rien parce qu'on a caché quoi au début? Au tout début, la première question de l'exercice, détail produit.hide. On a caché qui? On a caché le div qui contenait le H1. On a caché lui. Du coup, même si on met quelque chose à l'intérieur de H1, on ne le verra pas. Donc on peut maintenant corriger la première question, qui est qu'on ne va pas cacher détail produit, mais titre produit. Ou alors, on affiche détail produit lorsqu'on modifie le texte. Objectivement, c'est plus propre, a priori, de cacher lui plutôt. Donc c'est pas détail produit qu'on va cacher, mais titre produit. Bien entendu, le jour de l'examen, vous n'avez pas des questions aussi vicieuses qui vous obligent à revenir sur la première question. Là, c'est juste pour que vous compreniez pourquoi, ici, je disais, est-ce que c'est juste, monsieur? On verra. Intermarché, boulangerie, pain de mie. Alors, a priori, ça marche, sauf que là, ça ne marche pas, visiblement. Titre produit.hide. Tiens donc. Alors, peut-être qu'il y a un autre problème. Épicerie. Alors, j'ai un autre problème, peut-être. Mais c'est pas plus mal. Comment est-ce que je peux être sûr que j'ai un problème? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un bug? Déjà, on va faire ce que quelques-uns d'entre vous ont fait avec moi. Console.log. Et je vais mettre quoi? Le nom produit, par exemple. Vu que j'ai une variable, autant l'afficher. Je sauvegarde. Je rafraîchis, même si a priori ça ne vient pas de ça. J'affiche ma console avant. Je me mets un petit peu ici, j'affiche ma console. Je clique sur Intermarché, je clique sur Boulangerie, je clique sur pain de mie, et j'ai pain de mie qui s'affiche. Qu'est-ce que j'ai comme réponse déjà? Que mon clic marche. Il me manque un dernier détail. Pourquoi ce truc-là ne s'affiche pas? Il y en a qui suivent ou qui ne suivent pas? Qu'est-ce qui manque? Non, il manque un détail que vous devriez arriver à trouver tout seul. Presque. Le div n'est plus caché, mais qu'est-ce qui est caché? Merci. Du coup, ça, oui, ça marche super bien. Mais du coup, il faut l'afficher. Donc c'est vrai, maintenant, effectivement, le titre produit est bien caché. Par contre, il faut l'afficher. Et donc je fais point chaud. Je peux même utiliser le chaînage. Titre produit, point texte, point chaud. Normalement, maintenant, Intermarché, épicerie, farine. J'ai bien farine qui apparaît en bas à gauche. On est content, on a une application qui fonctionne, mais qui est peut-être la plus moche de toutes les planètes. Et il est 15h45 et nous avons le temps de découvrir comment la rendre très jolie avec Bootstrap. En tout cas, un peu plus jolie. Est-ce que vous avez des questions? On n'a pas fait Ajax, ça va être le plaisir du dernier cours. Sachant que ça tombe bien, puisque le dernier cours on fait Ajax, c'est qu'il y aura des questions Ajax le jour de l'examen. Ça ne veut pas dire que monsieur on l'a fait qu'une fois. Il y a plein de choses qu'on a fait qu'une fois. C'est pas une excuse. En plus on aura 3 ou 4 heures. Donc une fois 3 ou 4 heures, ça fait beaucoup. Bien entendu, je ne vais pas vous demander de créer le site du siècle. S'il en a fait un peu d'Ajax, il y aura un peu d'Ajax le jour de l'examen. Des questions ou pas sur ce qu'on vient de faire? Oui. Lorsqu'on clique sur la liste des différents rayons, ça refait aussi. Ça prend tous les enfants également. Quand je clique sur quoi? Sur conserve? Non, petit poids, ça va refermer. C'est une bonne question. Pourquoi? C'est un peu à cause de ça. En fait, quand on clique sur ça,
C'est un LI. Ouais. Qui est dans quoi? Nos MUL. Qui est dans quoi? LI. Donc en fait, quand je clique sur lui, j'ai cliqué sur lui et j'ai aussi cliqué sur lui. Du coup, indirectement, c'est le clic du début qui me le refait. Attention, votre camarade a posé une question très intéressante. Et je vous garantis que gérer ce bug-là, ça va pas être évident, donc on ne le fera pas. Il s'est rendu compte que lorsqu'on clique sur Ravioli, par exemple, ça ferme la liste. Alors ça nous affiche en bas Ravioli, c'est bien, mais ça ferme la liste. A priori, c'est pas ce qu'on veut. C'est en tout cas pas demandé. Je clique sur Ravioli, j'ai bien Ravioli qui apparaît, par contre la liste c'est fermé. Et je lui ai expliqué que c'est juste simplement, ça rejoint un peu ce que j'explique sur la délégation par le parent. Quand on clique sur sauce tomate ou sur Ravioli, on a cliqué sur un LI, ici, on a cliqué sur ça. Mais visuellement, on a cliqué sur un LI, mais par contre, on a aussi cliqué sur le UL, puisque le UL englobe ça. Donc visuellement, on a aussi cliqué là-dessus. On est d'accord? C'est dans le carré du UL. On a cliqué sur le UL. Donc on a aussi cliqué sur celui qui le contient. Ce LI, qui lui, lorsqu'il reçoit le clic, crée un toggle. Vous faites le debug, est-ce qu'on vous fait encore un file? Du coup, on peut le gérer, ça. On peut le gérer avec un principe qui s'appelle, alors certains d'entre vous ont peut-être fait du DOM, la propagation des événements. La propagation des événements. Ah ouais, c'est vrai que le nom, c'est compliqué. C'est pour ça qu'en général, je ne l'enseigne pas. La propagation, ça veut dire qu'en gros, les événements se propagent les uns aux autres. Parce que le navigateur, il ne sait pas sur quoi vous voulez gérer vraiment le clic. Lui, il vous dit, moi, on m'a demandé de gérer le clic sur ce LI. Mais le LI, c'est tout ça. Donc moi, un clic là, j'envoie l'information. Et bien en fait, on peut lui dire que lorsqu'on a détecté le clic sur lui, on lui dit stop, tu t'arrêtes là. Tu ne propages pas l'information ni à ton parent, ni aux autres, ni même au DOM. Parce que finalement, quand on a cliqué sur ça, on a aussi cliqué sur le div, et on a aussi cliqué sur le body. Et donc l'événement part du plus petit et se propage vers le plus gros. En fait, ça le fait deux fois. Ça va même très loin. Peu importe. Je vous montre, parce que du coup, la question, en théorie, on y répond là. Ici. Ce truc très compliqué que je vous ai dit, ne vous prenez pas la tête avec ça, c'est pas pour rien que je les ai fait, c'est parce que justement, si je clique ici sur un élément dans un tableau où il y a marqué Dorian, j'ai cliqué sur ça, sur le texte, j'ai aussi cliqué sur le TD, j'ai aussi cliqué sur le TR, qui est sur la ligne du tableau, j'ai aussi cliqué sur le body de mon tableau, j'ai aussi cliqué sur la table, le body, le HTML et le doc. Quand j'ai cliqué sur un élément, j'ai cliqué sur une dizaine d'éléments. Ce qui est logique quand on réfléchit à comment c'est fait. Chacun est posé les uns au-dessus des autres. Donc du coup, à un moment donné, cliquer sur un élément, au final, du coup, il y a un moyen, à un moment donné, ici, quand je gère le clic sur cet élément-là, par exemple, ou celui-là, plutôt, je lui dis, OK, on t'a cliqué, mais tu t'arrêtes là. Tu ne propages pas l'information aux autres. Ça s'appelle le stop propagation. Je peux vous montrer juste un détail. Google, jQuery, stop. Ah ben, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Donc il suffit d'avoir le cours de M. Argamou. On va virer ça. Et il vous explique de manière très compliquée. Et finalement, le plus simple, c'est de regarder les exemples. $.click, alors c'est pareil que .onClick. Et là, ah tiens, on est obligé de mettre un paramètre dans la fonction de gestion d'événements, parce que c'est du DOM de base. On va mettre un paramètre ici, et on fera ça. Et c'est tout. Si je fais ça, je dis lorsque l'on clique sur un petit élément tout en bas, je ne veux pas que tu enfermes celui qui est tout en haut. Je vous montre. Normalement, c'est pas au programme, mais peu importe. Event. Alors, je peux mettre ce que je veux. Hein. Ma variable event. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut mettre event. Non. À tes souhaits. C'est une variable. Cette variable, elle est renseignée par le navigateur. Lorsque la fonction d'événement est appelée, si jamais j'ai mis une variable là, il la renseigne en mettant plein de petits paramètres en plus. À la fin, je fais ma variable d'événement machin bidule, point stop, propagation. Il me le propose même. Tac, tac, tac. Save. En théorie, ça marche.
Je dis en théorie parce que je ne l'utilise jamais. Je contourne le problème de manière régulière. Donc on refresh, on clique sur Intermarché, on clique sur Conserve, on clique sur Petit pois, ça m'affiche Petit pois, ça n'a pas caché la liste. C'est génial, ça marche. Il faut faire attention à pas trop se prendre la tête à noter des trucs qui ne seront pas le jour de l'examen. C'est pas que c'est pas bien d'apprendre des choses, mais les propagations des événements, je ne l'enseigne pas parce que ça demande des notions plus complexes que ça en est. Ça c'est important parce que monsieur, si on programme et puis vision visuelle avec les utilisateurs, comme ça tu le sais, c'est quelque part dans ta tête. Après te rappeler de la syntaxe, c'est une chose. C'est pour ça que je montre qu'on le trouve facilement sur Google. On tape événement, espace, stop, et bam, il va tomber direct sur stop propagation. J'ai mis jQuery pour que vous tombiez sur l'exemple avec jQuery, mais ce n'est pas lié à jQuery. D'ailleurs, j'ai pas mis $ parenthèse quoi que ce soit. Le event, c'est un élément du DOM, c'est un event. C'est une variable événement. Ok, stop, je m'arrête là parce qu'on fait trop de trucs. Je retourne vite sur mon cours. Donc l'exercice de 30 minutes, qui s'est transformé en 1h50. Presque 2 heures. Du coup, Bootstrap. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Bootstrap et j'avais difficilement réussi à vous montrer des exemples. On va faire un truc tout bête. On va aller sur le CDN de Bootstrap et on va mettre la petite ligne qui va nous proposer au tout début. On ne prend que le CSS, on n'a pas besoin du JavaScript. Donc comment on fait ça? Eh bien, on va sur l'URL qui est là, ou alors on va sur Google et on met Bootstrap espace CDN et on se débrouille tout seul, comme des grands. On prend la version 4 quelque chose, pas la 5, s'il vous plaît. C'est plus compliqué que ça en a l'air, la 5. On va pas se rajouter des problèmes. Donc je vais sur Google, je tape Bootstrap CDN. Il y a un official CDN of Bootstrap. Pas mal. Blablabla, version 5, j'ai dit non. Version 4.6.2, oui. Moi, je prends que la version 4 quelque chose. Pardon? Je reviens en arrière, je suis allé trop vite. J'ai tapé Bootstrap CDN, la première chose qu'il m'a proposé, c'est bootstrapcdn.com. C'est pas mal. Il est bien nommé. Je regarde ici, je vois, je défile un peu, et je vois version 4.6.2 avec un CSS qui est là, et un a priori, click to copy. Ça me paraît bien. Mais peut-être qu'il y a mieux. Si j'ouvre, il me propose quoi? Il me propose carrément de copier l'intégration immédiate en HTML. C'est encore mieux. Je clique sur copie ici. Alors le click to copy, il est un petit peu vicieux, parce qu'on a tendance à cliquer là où il y a marqué click to copy. J'ai envie de leur écrire en disant c'est pas très logique en fait. Parce que là, j'ai eu un moment d'hésitation, si c'est bizarre, et on clique dessus, ça marche. Donc, ils auraient dû mettre une petite flèche. C'est le problème des ingénieurs. Des fois. Du coup, je le mets où ça? J'ai entendu en bas, non, pas en bas. Pitié, pas en bas. Je sauvegarde. Et normalement, j'aurais dû vous montrer, mais j'aurais bien aimé, mais je vais le faire du coup autrement. Save. Regardez à l'écran, regardez comment est l'appli, visuellement. Elle change déjà. Je n'ai pas utilisé une seule classe de Bootstrap, pourtant je vous ai montré que Bootstrap était basé sur l'utilisation des classes. Je n'ai pas utilisé une seule classe et pourtant le look a déjà changé. Qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait? Est-ce que quelqu'un connaît le principe de la normalisation CSS? Souvent, certains d'entre vous utilisent un truc qui s'appelle normalize.css. On leur a dit, utilise normalize.css ou reset.css en disant, ouais, on m'a demandé de le faire, je le fais. En fait, ce que fait Bootstrap par défaut, c'est qu'il normalise votre document pour qu'il soit identique sur tous les navigateurs. En gros, il va remettre à zéro et remettre à plat toutes les différences entre Mozilla, Firefox, Google, enfin Chrome, Chromium, Edge, etc. Il va faire en sorte que de base, votre site soit pareil sur tous les navigateurs. C'est son premier rôle. Donc en gros, il va éliminer toutes les petites bizarreries de choix de fonte, de choix de marge, de choix de quelque chose. Il va tout uniformiser. Ça ne veut pas dire qu'il a pris le meilleur choix, mais il a pris un choix unique. Et ça, déjà, c'est bien. En gros, si je lance Edge, je devrais avoir les mêmes fontes, les mêmes espacements, les mêmes tailles, en théorie. En pratique,
Ça devrait marcher aussi. On peut essayer. Si je lance, alors je sais même pas... Oui, il est là. Je m'en sers vraiment pas souvent. Alors en dehors de la barre de favoris, on a les mêmes fontes, on a les mêmes espaces. Maintenant, j'enlève mon CSS. On a quasiment la même chose. Pourquoi est-ce qu'on avait même sans le CSS, on a quasiment la même chose? Parce que j'utilisais très peu de CSS. Mon CSS était minimaliste. Oui, il y a trop de bruit. C'est l'heure de la filière. Ah. Le minérant, il ne met pas des on-click dans le on-click. Et on-click, c'est une idée de départ dans pas contextuel. Oui. On va essayer d'avancer un peu. J'ai peut-être été trop rapide sur le CDM. Je pense que pas. Oui. On va regarder. Allez. Alors, on va faire un tout petit truc. Je vais partager mon code sur JS Fiddle. Ceux qui veulent repartir de mon code, parce que s'il y a des différences de guillemets de code que j'ai pas vu, donc il doit y avoir une bêtise comme ça. Hein. Ceux qui veulent repartir de mon code ou qui veulent voir pourquoi il y a une erreur, ils auront un exemple. Après, objectivement, je vois pas d'erreur dans ton truc, mais il doit y en avoir une. Mets des espaces autour des supérieurs et des trucs comme ça, peut-être. Vous avez quelques secondes pour copier l'URL qui est à l'écran, qui vous permettra de récupérer le code HTML que j'ai tapé pour cet exercice. Comme ça, on peut avancer. Parce qu'il ne nous reste plus qu'une heure et on a beaucoup de choses à voir. C'est que du bootstrap, c'est plus facile, c'est reposant pour le cerveau, mais c'est important. On finit par quelque chose de plus cool. Pardon ? Oui, c'est enregistré, donc dans quelques jours ce sera sur YouTube. Vous pourrez mettre des likes et vous abonner, vous serez obligé de vous abonner. Peut-être qu'un jour je dépasserai les 100 personnes. Dans quelques jours oui, ça dépend de YouTube. Ça dépend de mon ADSL. Peut-être ce soir. Ah non, quand j'aurai la fibre, oui. Là, je. Ben, t'attends. J'espère que c'est avant les Donc, peut-être que du coup, ta réponse à la personne qui. Tu as trouvé ta réponse ou pourquoi ça ne marchait pas? Après, j'adorais passer du temps, mais comme on est pressé,
Il doit y avoir une explication, il peut y avoir un problème d'espace, ça peut être n'importe quoi. Après, si tu veux, tu fais une sauvegarde de ton truc, et à la fin du cours, on regarde pourquoi ça marche pas. Mais là, pour l'instant, je fais l'impasse. Tu reviens après, on regarde. Sinon, on ne va pas avancer sur Bootstrap. Alors, je disais donc que Bootstrap, son premier rôle est d'uniformiser. J'ai expliqué pourquoi mon code, même sans Bootstrap, les deux ressemblent à peu près sur Edge et Chrome, parce que j'ai été assez simple dans le CSS. Si jamais je vais beaucoup plus loin, que je commence à mettre des images, des divs, des spans, etc., là, je commence à avoir des différences, des grosses différences. Surtout sur les marges. Du coup, bien sûr, pour ceux qui ont copié mon code, il manque le CDN Bootstrap, hein, qui est là maintenant. Ça vous aura au moins un truc à rajouter dedans. Allez, on passe à... ça. Bon. Qu'est-ce qu'on a à l'écran? On a deux divs et un troisième en dessous. On sait que les deux divs sont côte à côte, parce qu'il y a des trucs bizarres dans les divs, avec une histoire de float left, etc. etc. J'avais expliqué que Bootstrap, lui, nous permet de faire des grilles, des rows et des colonnes. La première chose qu'on va faire, c'est préparer le terrain pour Bootstrap. Première chose, on va encapsuler l'intégralité de notre application dans un div, si ce n'est pas déjà le cas. Et a priori, c'était le cas. On regarde bien dans le code. Là, je vous invite à le faire en même temps que moi, et que ça fonctionne ou pas chez vous, ça devrait marcher pareil. Ici, est-ce qu'on a un seul et unique div qui englobe toute l'application? Non, on a un div et deux boutons isolés. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un div pour mettre tout ça dedans. Donc, c'est pas bien compliqué. On crée un div au début. On enlève le slash div. On se met à la fin. Slash div. Et c'est tout. J'ai pris un div que j'ai créé et j'ai englobé toute mon appli dedans. C'est bon pour l'instant? Pas compliqué. Je vous invite à le faire en même temps. Parce que c'est le jour de l'examen, vous n'avez pas de bootstrap, c'est pas ça. Mais par contre, si vous arrivez dans l'entreprise et vous savez faire du bootstrap et bootstrapper une application, c'est-à-dire en gros prendre une appli existante et la transformer en bootstrap, c'est un plus, non négligeable. Le premier div que j'ai tout en haut ici, c'est celui de mon application complète. Je vais utiliser deux classes. La première classe est une classe pour moi. Je vais l'appeler application. Pourquoi? Si j'ai envie de cacher mon application, je fais point application hide et c'est réglé. Pratique. Donc ici, je vais créer une classe. En tout cas, je vais utiliser une classe application. J'ai mis un espace. Pourquoi? Parce que je vais en mettre une autre. La première classe, c'est pour moi. C'est ma classe application. La deuxième, c'est la classe Bootstrap. Je vais lui dire, cette application, je veux que tu la prennes dans l'intégralité de l'espace disponible. Comment je sais ça? Ben, c'est du par cœur. Mais, Bootstrap, on va détacher ça, pardon. Grid System. Container. C'est un des deux choix possibles. Container, bah porte bien son nom. Voilà. Donc, container, tout le contenu du body dans un div. Voilà. La première classe, c'est pour moi. Je peux, du coup, pratiquement, très facilement cacher mon appli, lui donner des paramètres différents, lui dire que c'est par exemple 100% de la hauteur de la page, etc. De manière très facile. Et en plus, je mets un container. Objectivement, dans le vrai monde du développement web, la classe container, ce sera encore un autre div dans lequel je mettrai le reste. J'aurai un div application qui contient un div container qui lui-même contient le reste. Et ça fait beaucoup de classes pour nous. On va rester simple. Mais normalement, c'est plutôt ça qu'on fait. On mélange rarement l'application avec le... Container, ça fait quoi? On regarde.
Ah, tiens, ça a déjà changé. Pourquoi est-ce qu'il ne prend plus la totalité de l'espace? Parce que container ne prend pas la totalité de l'espace. C'est une taille fixe. Plus ou moins fixe. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux prendre toute la place. Donc, il y a une autre classe en Bootstrap. Il faut connaître par cœur aussi, si vous faites du Bootstrap en tout cas. Tiret fluide. Ça n'a pas que l'impact de prendre toute la place, ça a d'autres impacts et c'est exactement ça que je veux utiliser. Je vais ici, bien. Je rafraîchis, si je me mets en plus petit, ça suit la taille. A priori, c'est bon signe. Bon, ensuite, si je regarde mon application actuelle, j'ai une ligne principale qui contient ces deux trucs-là et une ligne en dessous qui contient ça. Et je sais qu'il y en a une troisième, celle du détail produit. Donc je sais que j'ai 1, 2, on le voit à peu près là, le 2, et 3. J'ai donc 3 rows. Je vois ça, je pense déjà en Bootstrap, 3 lignes. Alors qu'elles soient de la même taille, c'est un détail. 3 lignes. Du coup, ici, là, ce gros div-là, lui, visiblement, il en contient déjà 2. Et celui-là, c'est mon troisième. Donc il faut que je fasse quoi? J'ai 2 boutons qui traînent côte à côte. Je vais faire en sorte que lui, il y ait 2 rows à l'intérieur. Peut-être que je vais devoir casser du code. Et lui, c'est un troisième row. Du coup, on va commencer par le commencement. Ici, j'ouvre ça. Choix magasin, choix rayon, détail produit. J'ai ça, là, les deux, choix magasin, choix rayon, c'est ma première row. Je vais devoir, du coup, séparer et mettre englober tout ça dans un row. Lui et lui. Lui et lui. Ces deux-là, dans mon premier row. Vous comprenez ce que j'essaie de faire ou pas? Ces deux divs sont côte à côte, je veux qu'ils soient sur la row. Donc, du coup, je les englobe tous les deux dans un div. Pour l'instant, je ne code pas. Je fais que du déplacement et J'ai bien un div qui contient 2 autres. Et j'en profite, je lui mets une classe. Égale row. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il n'y a rien de techniquement compliqué à ça. Il faut juste comprendre. J'ai donc déclaré en Bootstrap que ceci était une row. Je veux qu'il soit la plupart du temps, quand il le peut, dessiné sur un même espace horizontal. C'est à peu près comme ça qu'il faut le comprendre. Quand il peut, quand il peut. Alors au fur et à mesure, on va le faire remarcher. Mais là, effectivement, ça commence à casser un peu les choses. Mais on continue. Ici. La deuxième row, elle est là. Détail produit. Donc j'en profite. Détail produit. J'ai déjà un div. Il y a déjà un div. Je pourrais englober ça dans un div ou mettre une classe sur celui-là. C'est au choix. Objectivement, normalement, on encadre encore dans un autre div. Mais là, les deux sont justes. Donc, pourquoi pas faire ça? Pourquoi pas? Je dis que ça, c'est une row aussi. Je le fais avec un peu de mal de ventre, je vous l'avoue, parce que normalement, j'aurais dû encapsuler ça dans un div. Quand on bootstrap un site, on ne casse pas vraiment le site, on rajoute. On modifie rarement, on rajoute. Mais bon, c'est tentant quand même quand il n'y a qu'un div. Donc j'ai bien une row, une deuxième row, il me manque la troisième. Mais j'ai un problème. La troisième est déjà dans un autre div. C'est un peu compliqué. Ben, je prends ça, là, et je vais le mettre peut-être à la côté. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Je suis un peu embêté. Et là, il faut prendre des décisions. Est-ce que réellement course est utilisé dans l'appli actuellement? Non. Donc je peux visiblement, en tout cas pour l'instant, casser un peu tout ça. Je prends ces deux boutons-là. Ces deux boutons-là, je vais les mettre dans une row, et cette row-là, je vais la mettre ici. Vous comprenez ce que je vais faire ou pas? Non. Je vous montre en dessin. Ceci est un div. On ne voit pas bien. Et du coup, on ne voit plus. Ceci est un div de course qui contient une row ici et une là. Et bien, ces boutons-là, je vais d'abord les mettre eux-mêmes dans un row, déjà, premièrement. Donc, je vais créer un div autour. Pour l'instant, c'est facile, j'espère. Alors, petite astuce, si vous êtes sur Visual Studio Code, vous faites point et le nom d'une classe et vous faites Enter, ça vous crée un div. Regardez, point row. Ça crée tout seul un div de classe row. C'est génial. Mais c'est peut-être pas automatiquement installé chez vous. Il n'est pas à l'intérieur. Oui, c'est pour ça qu'il faudra juste faire ça.
et ça. Si ça marche pas, ben vous trouverez j'essaierai de vous trouver le plugin que j'ai mis pour que ça le fasse, parce que c'est très pratique. Ok, j'ai ma troisième row, oui ou non? Oui, sauf que elle n'est pas à côté des autres. Elle est dans un autre div, ce n'est pas très logique. J'ai une row ici, une row là, et dans un div. Et j'ai une autre row en bas. C'est pas très très logique. Il faudrait qu'elles soient toutes les trois ensemble. Row 1, row 2, row 3. Je dis ça par rapport à l'exemple. Mais du coup là, ça m'embête un peu, course. Mais il n'est pas utilisé. Alors du coup, cette row là, je la prends et je la mets avec les autres. C'est ça qu'il faut voir. Je vais juste vous montrer. Je prends ces trois là. Enfin, cette troisième row qui est là. Celle-là qui est surlignée. Et je vais la mettre dans le div course. Ok? Je l'enlève. Et je la mets là. Donc on a bien 1, 2, 3 rows. Parce qu'on va essayer, sinon ça casse le principe de Bootstrap. Il aime bien que les rows d'une même catégorie soient filles les unes des autres. On l'avait mis dans le div course. Je l'ai déplacé dans le div course. Ce que je suis en train de faire là, ce n'est que de la manipulation HTML. Je déplace des morceaux. C'est un truc que vous devriez apprendre à faire couramment. J'ai englobé deux boutons avec un div et un slash div. J'ai pris ça et je l'ai mis dans un autre div. J'ai vraiment pris ça qui était en bas et je l'ai mis là. C'est bon? On regarde par curiosité ce que ça donne. C'est pas terrible, hein? Ok. On a une row qui contient choix mag et choix rayon. Qu'est-ce qu'on a qui nous perturbe? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'on a en plus de Bootstrap depuis le début? Qui c'est qui fait en sorte que ça, ce soit rouge? Notre CSS. En fait, c'est certainement notre CSS qui commence à gêner un peu Bootstrap. Parce qu'on a Bootstrap et notre CSS. Donc on va faire quoi? On va carrément enlever presque tout. Presque tout. Presque toute notre feuille de style. Tout ça. Div, UL magasin, LI, LI alt, choix mag. Peut-être que lui, on va le laisser. Pourquoi est-ce qu'on laisserait lui éventuellement? Parce que lui, c'est visiblement un truc pour gérer le surlignage. Quand on passe au-dessus d'un élément. On va le laisser, on va voir. Par contre, ça là, ça lui dit que le choix mag c'est 40%. Tout ça, c'est de la présentation. On vire. On vire. On vire. Et on vire surtout pas lui. Pas pour l'instant. Il nous reste quoi? Il nous reste un comportement au survol de la souris qu'on pourra laisser éventuellement ou pas, on verra. Et une classe qui n'a rien à voir avec réellement la présentation pure. Mais là, c'est une classe qui sert au comportement. Quand on clique, quand on sélectionne. Pour l'instant, on la laisse. Après, on verra que Bootstrap nous propose ça. Ah, ça ressemble à rien, mais si on clique sur Intermarché, ah, il a réussi à le mettre à droite alors que j'ai enlevé toute notion de float left, float machin, etc. Visiblement, il a réussi à le faire tout seul. Pourtant, il manque encore un petit détail. On a mis des rows. J'avais expliqué que Bootstrap est basé sur le principe de séparation, que chaque ligne est séparée en 12 colonnes. Et on n'a pas mis de colonnes. Donc on va lui dire, par exemple, que la liste des magasins, c'est une certaine taille et que le reste, c'est une autre taille. Tout ça, c'est 12. Donc il faut qu'on choisisse. On revient sur le DOM. Choix mag, choix rayon, ce sont deux divs. Eh bien, je vais leur rajouter des classes. Soit je les mets eux-mêmes dans un div, classe colonne, soit je leur rajoute une classe colonne, colonne, pour faire propre. Il faudrait mettre un div autour de ça. Et un autre div autour de ça. Mais là, je commence à en voir certains qui trouvent que c'est compliqué ce que je suis en train de faire. Or, je ne fais que de brasser du code. En fait. Depuis tout à l'heure, je déplace des machins, etc. On va juste rajouter une classe choix mag, une classe bootstrap cette fois. On va l'appeler par exemple call-4. Et l'autre classe, call-8. Et je sauvegarde. On profite aussi, ici, on a un row détail produit qui contient un H1 titre produit. On rajoutera une colonne aussi. Oui. Là, dans ce cas-ci, on met call 4
Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre col 8? Non, on peut ne pas mettre col 8. Si on met col, il le fera tout seul. Il est capable de faire la soustraction. Si je fais ça, il le fait tout seul. Mais là, je le précise juste pour le côté scolaire du truc. Je rafraîchis pas, parce qu'en fait, ça sert à rien. Ici, j'ai choix rayon. On voit que c'est pas tout à fait comme c'était tout à l'heure. Il est légèrement plus grand à gauche. Ce qui est pratique, c'est ça. Il reste toujours capable de s'adapter. Jusqu'à un point où ça devient un petit peu difficile à lire. Mais c'est pas mal. Par contre, c'est pas très joli. Alors, j'ai un H1 choix du magasin et un UL. Dans Bootstrap, il y a des classes utilitaires qui permettent de faire des trucs qu'on appelle un petit peu des cartes. Des cartes, on va faire plus simple que le carte, parce que c'est trop compliqué le carte. On va faire des alertes pour l'instant. Je vous montre ce qu'on essaie d'utiliser comme classe et pourquoi on l'utilise. Quand on va sur Bootstrap, on voit qu'il y a des trucs sympas en haut et on voit surtout ça. Composants. Je vais sur Composants, le premier qui me propose c'est ça. Moi je trouve ça joli. J'ai envie de faire ça. Pareil. Comment il fait ce petit carré bleu là? Il fait comme ça. Là, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de science infuse. Je vais sur le site de Bootstrap, je dis, ah tiens, ça c'est joli, comment il fait? En général, Bootstrap, il vous montre tout de suite comment ils font. Div, classe, alerte, espace, alerte-primary. Avec un truc que vous n'êtes même pas obligé de mettre. Ouais, le rôle, on s'en fout. Et un texte. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu moins de bavardage, s'il vous plaît? N'oubliez pas que c'est enregistré. Après, on va me dire que je suis trop gentil. Ce qui est peut-être vrai. Peu importe. Un texte. Slash div. Ceci. Soit je mets ma colonne avec ces classes en plus, soit je mets ça à l'intérieur de ma colonne. Donc, je prends ça, mais je change rien. Je fais un copier-coller de ça. CTRL-C. Je vais sur mon code, je me mets dans ma colonne, à l'intérieur. CTRL-V. Je veux juste voir ce que ça fait, visuellement. Copier-coller, sans rien changer. Ça fait ça. C'est pas mal. Je dis que ça pourrait servir de titre, ou alors mieux, je vais prendre tout ça et je le mets à l'intérieur de ça. Au lieu de mettre du texte, je mets l'intégralité de mon truc là-dedans. Là. Sur le premier site de Bootstrap, là où vous étiez tout à l'heure, on va faire Bootstrap, espace, alerte. Bootstrap, alerte. On arrive là, on descend, l'exemple est là. Je reviens sur mon code, le texte qui est ici, je l'enlève. Ce n'est que de la manipulation de texte pour l'instant. On pourrait faire ça sous Word. J'enlève ça. J'enlève ce qu'il y a dans mon div. Je prends tout ça, le H1 et le UL, et je le mets dedans. Ce n'est que du déplacement de code. Il n'y a même pas d'intelligence à avoir là-dedans. Il faut juste comprendre qu'on est en train de manipuler du DOM à la main. Je prends tout mon UL, je prends tout le H1, et je me mets dans mon div, et je le colle. Et je l'indente immédiatement. Save. Vous êtes allé de choix magasin à... J'ai récupéré l'intérieur de choix magasin et le UL, et je les ai mis dans le div que je viens de copier. Je vais trop vite ou pas? Ce n'est que de la manipulation de texte. Là. Je regarde ce que ça fait. Que ce soit beau ou perfectible, certes, ça l'est, mais c'est pas si mal. Du coup, je fais pareil pour l'autre, mais avec une couleur différente. Donc mon autre div, il est là. Mon col 8, ici, là. Je me mets dans la colonne. Point alerte. Espace alerte. Tiré warning, par exemple, effectivement.
Donc j'ai mis un div à l'intérieur de ma colonne. Je prends le H1 et le UL qui est en dessous et je le mets à l'intérieur. Rien de très compliqué. Je vais vite, mais ce n'est que du déplacement de texte. C'est comme si vous étiez en train de refaire votre CV, vous prenez des chapitres, vous les déplacez à l'autre. Ah, peut-être je vais rajouter un titre, je prends mon morceau de là et je le copie ailleurs. Ceci, bien entendu, le jour de l'examen, je ne vais pas vous demander de modifier du code HTML, parce que c'est moi qui l'ai tapé. Par contre, il faut comprendre ce que je fais là. C'est pour ça que je vous invite à le faire en même temps aussi. Alors, le UL, c'est pas pratique à copier, donc je prends comme ça. Je prends donc mon H1, choix du rayon, et mon UL. Je les enlève et je les mets dans le div. Et donc, on est bien dans le div alert, warning. Je sauvegarde. Je viens ici et j'ai ça. Si je clique sur Intermarché, Super U, si vous avez un comportement différent, c'est qu'il doit y avoir des subtilités que je vais vous laisser regarder éventuellement. Voilà. Vous avez dit mais le H1 et le UL dedans. Oui, le H1 et le UL. En fait, tout ce qu'on avait dans le div. Voilà ce qu'on a à l'écran. On a un div de classe row qui se termine là, qui contient un call 4, un call 8. Dans le call 4, j'ai un div de classe alert primary. Dans le call 8, j'ai un alert warning. À l'intérieur du alert primary, j'ai le H1 et le UL. Et à l'intérieur de lui, j'ai le H1 et le UL. Je n'ai fait que déplacer du texte. Je le montre ici. C'est que tu as une erreur ailleurs. Ah, ou alors il y a un truc qu'on a cassé. Un chemin qui a été cassé. Mais c'est bien. Tu t'en sois aperçu. Pourquoi est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, exactement. En fait, si vous avez fait exactement comme j'ai fait moi, vous allez avoir des comportements qui vont être embêtants. jQuery a peut-être un problème maintenant pour trouver notre... Qu'est-ce qu'on a changé qui pourrait gêner? Exactement. En fait, ici, là, le alerte primary quelque chose, il est à l'intérieur de choix mag, ce qui veut dire qu'en gros, H1 n'est plus un enfant de choix mag, UL n'est plus un enfant de choix mag, ils sont enfants d'un autre div. On a cassé le fonctionnel en rajoutant du bootstrap. Et c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention, quand on fait du bootstrap, en général, soit on le fait au départ, soit quand on le fait, on fait très attention, et pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, ben, je vais peut-être mettre la colonne sur le div ici, j'aurais dû mettre aussi alerte et alerte primary ici. Comme ça, j'aurais pas cassé le chemin, j'aurais pas rajouté des divs, des machins. Mais ceci dit, maintenant, il faut faire avec. Donc, on va chercher où est-ce que ça casse. À quel endroit j'utilise, par exemple, choix mag. A priori, pas. Par contre, ici, j'ai div hashtag choix rayon supérieur à ul.rayon. En gros, je suis en train de lui dire, le ul.rayon, enfant d'un choix rayon. Ce n'est plus son enfant. C'est un descendant. Donc, j'enlève le supérieur. Je regarde s'il n'y en a pas un autre. Ici, choix rayon supérieur H1, c'est plus supérieur aussi, c'est descendant. Ou alors, je fais ça. Je rajoute un div. Mais ça devient compliqué. Oui, je t'écoute. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, normalement, on bootstrap dès le départ, déjà. Et oui, j'aurais dû faire en sorte d'être moins intrusif. Ceci dit, c'était fait. Pourquoi? Parce que des fois, on n'a pas le choix. Des fois, le site est suivant comme avait été conçu, tu es obligé de rajouter des divs. Tu es obligé parce qu'il y a déjà plein de classes et que c'est bien visible. Donc, à un moment donné, on va rajouter des divs. Et du coup, il faut chercher tous les ID, tous les chemins. Et donc, c'est pour ça que la manière dont on construit le chemin en jQuery est très dépendante de l'upload. Vraiment. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il n'y a pas que le code qui pourrait avoir un impact. Si j'ai laissé du CSS tout à l'heure, avec des hashtags, ça se trouve, il ne marche non plus. Parce qu'ils sont dépendants du chemin qui les mène aux éléments. Et le chemin a changé. J'ai rajouté des divs. J'ai rajouté des classes. Oui. Est-ce que c'est judicieux d'utiliser Bootstrap et CSS en même temps?
Oui, on est obligé. On est obligé de prendre du bootstrap et de rajouter des petits trucs. Rajouter des petits détails. On est obligé. Après, il y a des sites où on peut faire que du 100% bootstrap, mais c'est très vite limité. On retrouve un comportement qui a l'air pas trop mal. On clique sur Intermarché. On a de nouveau le comportement qui a l'air bon. On clique sur charcuterie, saucisson. Et on a saucisson qui apparaît. Donc, on a le fonctionnel qui remarche simplement parce que j'ai enlevé ici tous les supérieurs, tous les endroits où j'avais un hashtag choix rayon. J'ai enlevé le supérieur H1 pour dire enfant H1 et je dis descendant H1. J'ai pris un risque. J'ai pris un risque puisque si ça se trouve, il y en a d'autres de H1. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y avait ça avant. Il y avait ça avant. J'aurais pu aussi faire ça. Le div que j'ai rajouté, ben, je le mets dans le chemin. C'est un choix. Ou alors, il faut que je retravaille encore plus le HTML. Il y a quelqu'un qui a besoin... Parce que du coup, j'ai à peu près 33 minutes pour finir l'exercice. Et là, du coup, c'est moi qui le fais. Mais en Bootstrap, vous n'avez pas l'examen. Donc, il faut juste comprendre et essayer de refaire. S'il y a quelqu'un qui est perdu dans ce cours, vous avez compris que ça ne me plaît pas. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut dire, monsieur, ça fait une demi-heure que je comprends rien à ce que vous faites. Vous l'avez mis sur quel chemin? Vous l'avez mis sur quel chemin? Soit tu mets complet, supérieur à 10, supérieur à 9, soit tu enlèves le supérieur. Là, c'est pareil. C'est un choix. Alors, oui, c'est arrêté parce que je charge pas. Alors, ce que tu peux faire, c'est réduire ça. C'est qu'un alerte. C'est ce que tu veux avec ton c'est normal de se tromper comme ça au début, parce que la on a dépassé les codes, et il faut aller vite. Il faut comprendre le dos. Regarde, je retiens. Ça, c'est pas mal. Alerte quand il y a le col, ça va pas bien. C'est de dire, et encore c'est un peu gros derrière. Ah, du coup, tu peux décaler tout ça dessus.
Le code 4 est décalé. Ah ouais. Sélection de C'est avec les ça devrait être mieux. Je vais continuer, on continue encore. Ça devrait marcher. C'est comme ça. Presque. Non, non, il y a encore des erreurs. C'est des erreurs comme ça. C'est le container qui empêche la police. Le container aura l'intégralité. Allez, on va continuer pendant les quelques minutes qui nous restent. Normalement, il y en a certains d'entre vous qui sont un peu dans la mélasse. On va continuer sur Bootstrap, mais dans moins de bruit, s'il vous plaît. On continue volontairement sur quelque chose de simple. J'ai pas envie de vous mettre une tartine un peu compliquée technique sur la dernière demi-heure. C'est pour ça qu'on finit sur un truc cool. On avait fini sur Bootstrap la fois d'avant. Je comprends que ce soit moins amusant et moins fun. Ceci dit, si vous vous perdez en modifiant du code HTML, j'ai montré à votre camarade pendant 3 minutes à peu près comment on fait pour s'en sortir. Un truc que vous devriez savoir faire. Moi-même, je sais le faire. Ce n'est que du texte. Il faut juste se détendre sur le truc, ce n'est que du texte. Déplacer, mettre des tables, c'est soit une extension, soit vous le faites vous. Donc votre camarade va m'envoyer son code qui est cassé et je vous montre comment on le répare. Franchement, il n'y a rien de magique à ça. Ce n'est que du tab, du shift tab, des fermetures, je regarde et je comprends. Le DOM, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'il y a une représentation graphique du DOM? J'ai failli répondre c'est le navigateur, la représentation graphique, parce que moi je l'ai dans la tête. Mais oui, il y a certainement un truc qui vous permet de sortir l'arbre du DOM de manière visible. C'est pas sûr que ça vous aide. Le mieux, c'est de ne pas se tromper directement dans le HTML. Donc, normalement, votre camarade va nous envoyer un JS Fiddle avec une URL. Donc, je t'écoute. Fort, hein, parce que j'entends rien. Oui. J'ai pas entendu le dernier mot. F. Ça doit pas être ça. FXD, ça fait exprès.
Donc, file, new. Ok. Donc j'ai expliqué, on saute les commentaires. On a ça à réparer. Vous regardez et après, d'ici, je pense que dans 15 minutes, on pourra sortir, finir le cours, mais au moins on regarde comment on répare ça. S'il vous plaît, dans le silence, comme ça on vérifie. La dernière chose, on voit une div, un div, classe, application, container fluide. J'attends que tout le monde écoute. On voit ensuite un div avec un ID course et encore un div. Mais on voit qu'effectivement, il y a une indentation et là, elle est cassée. Il n'y a plus d'indentation. Est-ce qu'il y a un div qui sert à quelque chose ici? Peut-être, on ne sait pas. On regarde. Comment est-ce qu'on répare un code? On part par ce qui semble être indenté correctement. Ici, on a le minimum, on a le maximum au niveau du DOM. C'est la fin, ça, c'est terminé. Lui, c'est le dernier enfant de cette partie-là. Lui, il est bien. Il est bien dans celui-là. Lui, il est bien, il est bon. Lui, il est bien avec lui. Celui-là, il est bien. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ici? Parce que là, il m'aide avec le petit trait. Mais des fois, on ne le voit pas quand c'est beaucoup plus loin. Je vous montre. Ça, j'en profite. Ici. On met quoi? On met par exemple... Échappe. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un commentaire. J'ai mis quoi? J'ai juste mis le nom de la classe pour me rappeler que c'était lui. Si je suis 15 lignes en dessous, même si je suis là, je sais que ce slash div, c'est visiblement celui de l'alerte. Alors l'indentation, c'est bien. Le petit trait, c'est bien. Ça y est pas tout le temps. Mais ce qui est encore mieux, c'est de rajouter ça. Donc ok, maintenant je suis là. Je sais que lui, il est bon. Qu'est-ce que je fais si je sais qu'il est bon? Je le ferme. Je ne m'en occupe plus. Je sais qu'à l'intérieur de ce truc-là, on est bien. Maintenant, je regarde. Lui, il est dans un quoi? Dans un call. Qui a l'air bon aussi. Cette colonne contient quoi? Une alerte qui contient les choix map. Donc, je ferme. Cette colonne, je pourrais rajouter un commentaire ici, pourquoi pas. Call 4. C'est dangereux parce que si jamais je change le 4, il faut que je pense à le changer. Mais bon, peu importe, c'est un exemple. Je sauvegarde. Et ici, je ferme mon call 4. Il est dans une row, ça paraît bien. Ensuite, j'ai qui en dessous? Je pars toujours sur le même principe. Ici, le UL de classe rayon, a priori, il n'aurait pas dû y toucher. Donc je regarde rapidement. Vous avez vu comment j'ai fait? Regardez où est mon curseur. Le curseur de ma souris. Il est juste sur la ligne ici. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, je tombe pile sur le slash UL. Ok, visiblement tout ce qui est dans UL, c'est bon. Eh bien si c'est bon, je ferme. Je m'occupe quoi? UL c'est bon, H1 c'est bon. Ils sont dans un div de classe alerte, alerte warning. Je ne mets pas le commentaire, vous avez compris le principe. Ils sont tous les deux dans un div de classe call. Ça a l'air bon aussi, donc je ferme la colonne. Ces deux colonnes sont dans une row. Je peux fermer la row. J'ai une row juste en dessous qui contient H1. Elle est bonne aussi. Je me demande si tu m'as envoyé un truc qui marche. Ah, du coup, pas. Je veux dire. Ici, et on voit maintenant tout de suite. On voit un div slash div. On voit un div slash div et visiblement de trop. Vous avez vu comment je l'ai trouvé? En faisant, je pars par la fin, je remonte, je simplifie, je ferme. Et du coup, à la fin, je me retrouve avec un truc où j'ai ça en trop. Alors oui, un éditeur de texte hyper intelligent vous aurait dit « Ah, il y a une erreur là, l'hyper intelligent, c'est vous. Hein. La machine n'est pas intelligente. » Save. Je regarde. Mon div course, il a l'air bien. Mon div ici, il a l'air bien. Lui, il ferme lui. Je regarde en dessous. En dehors du fait que body et HTML ne sont pas bien indentés, ça semble bon. Alors du coup... Je sauvegarde, j'enlève ça. Je sauvegarde. Je regarde, je vais l'arrêter. C'est beaucoup mieux. Enfin, je ne sais pas comment c'était avant. Donc ta seule erreur, c'était le div en trop. Mais tu ne l'aurais pas trouvé en passant par ça. Alors après, il y a... Alors attends, ouais, il manque des classes. J'essaie de remettre comme c'était avant.
Sauvegarder. Bon, je vois pas trop de différence avec ce qui marchait pas avant, peu importe. Ici, normalement, si je fais un, j'ai ça. Ça ne fait pas tout. Je format document, mais il voit pas bien l'erreur en fait ici. Il la voit pas. Il essaie de m'arranger les choses. Et on ne voit pas forcément l'erreur. Là, on la voit beaucoup mieux si on fait soi-même la propreté que si on suppose qu'un plugin qui nettoie du code, enfin qui formate du code, va vous le formater et vous le corriger. Il ne va pas vous le corriger. Suivant le plugin, il va même faire pire. C'est-à-dire que des fois, il y a des plugins de normalisation, enfin de présentation, qui, à cause de ça, vont faire un carnage. Donc, le meilleur moyen d'indenter, c'est de le faire au fur et à mesure et de le faire soi-même. Après, si vous avez un plugin qui le fait au fur et à mesure, mais qui le fait bien et que vous maîtrisez, tant mieux pour vous. Et donc, il y a une question qui m'a été posée. Alors, du coup, on sait que la seule erreur, c'est celui-là. Donc, on l'enlève. Save. Format de document. Du coup, c'est beaucoup mieux. Et on m'a dit pourquoi les boutons ils sont comme ça. Parce qu'ils ne sont pas bootstrappés. Donc, déjà, classe row. Alors, du coup, on enlève ça. Et on va finir sur ça après. Ici, je fais un point coll. Pourquoi? Parce que je veux mettre mes deux boutons dans une colonne. Alors le fait d'avoir une vraie souris, ça aide beaucoup aussi. Et les boutons, ils sont moches. Eh bien, il suffit de leur rajouter des classes bootstrap. BTN, par exemple. BTN-LG, par exemple. BTN-Danger. Save. Voilà. On peut même aller plus loin. BTN-LG. BTN-success. On va mettre un outline success. Le success, c'est vraiment vilain. Et le outline danger aussi. Voilà. Le premier est plus gros, pourquoi? Merci. C'est parce qu'il y a ça. LG pour large. Voilà. Dernière modif et après on arrête. Il reste un truc très très moche, c'est les listes. Et après on arrête. Les listes. Classe magasin, ici. Je pourrais vous montrer sur Bootstrap comment ça s'appelle, mais objectivement ici, qu'est-ce qu'on pourrait chercher sur Bootstrap? Officiel CDN. Bootstrap. UL. Enter. Liste groupe. On regarde. Elle est jolie cette liste. Comment ils font? Comme ça. Ils mettent une classe sur le UL et une classe sur le LI. On essaye. Et après, on y est presque. Il restera une modif et ce sera fini. Je vais dans mes UL. Classe magasin, espace, liste groupe. J'ai un autre UL ici. Classe rayon, espace, liste groupe. Ensuite, j'ai tous les LI ici. Ça. J'en ai beaucoup de LI à modifier. Hein. On ne va pas modifier les LI. Hein. CTRL F, merci. Il y en a qui suivent. Je fais CTRL C, CTRL V. Je remplace tous les LI par des LI espace classe égale liste tiré. Alors je crois que c'est item, mais je ne suis pas sûr, donc on vérifie avant. Liste groupe item. Liste groupe item. Fermez les guillemets et je mets un petit espace. Je remplace tous les LI par LI classe liste groupe item. Ça m'évite d'avoir à le saisir sur tous les LI. Replace all. Save, oui. On pourrait. Bien sûr. Votre camarade a une bonne réponse dans le sens où, oui, on pourrait choisir tous les LI de classe. Tous les LI en fameux et leur rajouter la classe. On pourrait. Là, comme on est sur du bootstrap pur, effectivement, je l'ai fait en bootstrap. La vraie réponse, c'est que ces LI n'existent pas en réalité. Que quand on les crée, on leur rajouter la classe liste groupe item. Clairement, oui. En Ajax, en fait, on aurait créé les LI en faisant $_ LI, .add class, liste groupe item, pour qu'ils deviennent des LI bootstrap. Donc oui, tu as raison. Là, c'est juste pour l'exemple
Et là, c'est déjà plus joli. Mais c'est presque plus joli. Ici, on a... ça pique. Dernière modif. Dernière et unique modif. On regarde. Monsieur, je n'ai pas compris. Je t'écoute. Vous avez modifié tous les LI Oui. En fait, j'ai juste fait un CTRL F de tous les LI par LI. Voilà. En gros, je leur ai rajouté à tous la classe ici. Votre camarade a dit on aurait pu le faire en jQuery. Oui, on aurait pu le faire en jQuery. Mais le cours de jQuery étant terminé, je l'ai fait en Bootstrap. Mais oui, bien sûr. Là, c'est pour montrer que c'est que du HTML. Hein. Mais, tu as compris ce que j'ai changé ou pas? Ben, C'est juste pour éviter d'avoir à taper ça j'ai bien compris. 60 fois. Le résultat escompté. Ah. Dernière modif, et après on pourra vous laisser vaquer à vos occupations. Je retourne sur liste groupe de Bootstrap. Je retourne sur la doc. J'ai un truc qui est juste là. En fait, il me permet de faire ça. Qu'est-ce que c'est ça exactement? C'est une classe qui s'appelle Active. Ça vous rappelle rien? On a presque le même truc en fait. Nous on l'a appelé comment? Selected. Selected. Mais eux ils l'ont appelé Active. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va juste changer le nom de la classe. On va même pas se prendre la tête. On va faire deux choses. Chercher partout où est-ce qu'on a ça et remplacer ça par Active. Et on va enlever un détail quand même. Parce qu'il y a un endroit où il faut l'enlever. On remplace tout. On remplace en gros la classe Selected par Active. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser celle de Bootstrap, plus la nôtre. Mais il y a un détail quand même qu'il ne faut pas oublier. C'est que ici, nous, on avait déclaré un comportement spécial pour Active. On vire. On sauvegarde. Et là, maintenant, on est plus dans le Bootstrap presque pur. On clique sur Intermarché. Alors du coup, c'est pas cette version-là parce qu'elle est moche. On va ici, on clique sur Intermarché. Il est bien actif. Charcuterie, saucisson. C'est normal qu'eux ne soient pas sélectionnés puisqu'on n'aura pas mis la classe Selected. On l'avait mise que sur celle de gauche. Donc on a un site qui n'est pas toujours joli, mais qui est clairement beaucoup plus joli. Le problème de Bootstrap, c'est ce côté un petit peu old school, un peu, moi ce que j'appelle un peu Playmobil. Ça fait trop, il y a trop de couleurs, il y a vraiment, on dirait tout pour les enfants. Donc ça se gère, ça, notamment avec ça par exemple. Les hotlines. Les hotlines, sinon j'utilisais autre chose que Bootstrap. Il y a d'autres, il y a des alternatives. Mais le principe de base est toujours le même. C'est un CSS avec des rows, des grids, des machins, des trucs, des classes. Le jour de l'examen est en Bootstrap. Par contre, vous n'avez pas, vous, à gérer Bootstrap. Il ne faut juste pas être surpris de voir les trucs. Dernier détail, et je vous laisserai. La classe active, qui c'est qui la déclare? Qui c'est qui l'a, entre guillemets, déclaré un comportement? C'est Bootstrap. Pourtant, nous, on s'en sert aussi. Donc, on se sert de la classe pas seulement pour le dessin, mais pour savoir, à un moment donné, si j'ai envie de savoir, dans le code, quelque part dans le code, imaginons qu'on soit des milliers de lignes plus tard. Je suis quelque part dans une fonction, et j'aimerais savoir quel est le magasin qui est sélectionné actuellement. J'ai deux manières de penser. Soit je fais purement de la programmation et j'ai une variable quelque part, soit je fais un truc tout con. À un moment donné, je me dis, ben, c'est simple, hein. Je fais un $, de par exemple, et du coup je cherche un UL. Alors c'est quoi déjà? C'est non, c'est magasin, c'est hashtag magasin, je crois, ou choix mag, enfin ul.magasin, je crois. li.active. Lui, c'est le magasin actif. Parce que je sais que dans mon cas, j'ai géré la classe et je sais que c'est pas buggé. Si je veux retrouver où que ce soit le magasin actif, je peux le retrouver avec ça. Bien entendu, on ne va pas se fier à son nom, mais à ce qu'on appelle, et ce sera le mot de la fin. Ouais, je sais. Mais ici, on a des trucs comme ça que vous verrez la prochaine fois. Par exemple, data... Par exemple, un truc comme ça. En fait, il y a un attribut ici, qui est peut-être un code d'une base de données,
que je pourrais récupérer, qui me permettra d'avoir un truc plus fiable que Intermarché. Parce que Intermarché, ça se traduit en chinois ou en arabe par autre chose que Intermarché. Donc c'est tout compliqué que je ne peux peut-être pas gérer. Or, ici, dans ma base de données, j'aurai un truc très facile à repérer. Inter M, Super U, Casino. Donc en gros, quand je vais vouloir savoir qui est actif, et donc du coup ce sera le vrai mot de la fin, si à un moment donné je veux savoir quel est le magasin qui est actif, je pourrais faire ça. Ceci me donnera la valeur de l'attribut que j'ai mis en haut. Du coup, je pourrais récupérer... Alors, il y a d'autres manières de le faire. Il y a point data, machin. Je récupère l'attribut data int, qui est un attribut de l'élément, qui est actif, et ça me donne le code interne de mon magasin, que j'aurai récupéré de la base de données. On verra ça la semaine prochaine. Ce sera le dernier cours. Ce sera le cours le plus intéressant, j'espère. On va s'arrêter là. On va arrêter l'enregistrement, qui est donc rempli de bavardages divers, mais bon, peu importe, c'est comme ça. On a les étudiants qu'on mérite.